Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Des milliers de policiers et militaires rejoignent le M23. Notre deuxième sujet concerne toujours la RDC. Joseph Kabila accuse Félix Tshisekedi des troubles dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, troisième sujet, nous parlerons du Mali. Choguel Kokala Maïga charge à nouveau les militaires au pouvoir. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo. Les premières élections sénatoriales entrent dans l'histoire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur plutôt des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de New World TV en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre deuxième invité ce soir, juste à côté de vous, Adam Adronou, il est journaliste et directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent dans le Togo profond et de par le monde. Merci beaucoup à vous Adam d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Sana Veguel Sadjorichou, vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir tout le monde. Et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Un millier de policiers et de militaires rejoignent le M23. Ils sont plusieurs, presque un millier ou plus d'un millier, à rejoindre les rangs du M23 qui a pris le nord Kivu et le sud Kivu depuis quelques jours. Des milliers de policiers, de militaires et même de civils se rendent à ce groupe soutenu par le Rwanda. Ils décident carrément d'être enrôlés dans les rangs du M23. Certains sont d'ailleurs en séance de reformation ou pour acquérir les bases du M23 avant de peut-être se lancer dans la conquête de la suite, ou je ne sais comment l'expliquer, mais ils sont quand même des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise a finalement changé de veste et rejoindre les envahisseurs. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Ce qui est surprenant dans cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est justement de voir de telles situations où des militaires qui sont censés défendre l'intégrité territoriale de leur pays rejoignent les envahisseurs. Et d'ailleurs, d'autres l'expliquent par le fait qu'ils sont censés protéger les civils. Et puisque c'est le M23 qui fait maintenant la loi qui impose sa loi dans l'est de la République démocratique du Congo, ils ont tout simplement décidé de rejoindre les rangs du M23. Oui, c'est triste ce qui se passe actuellement à RDC. J'avais déjà dit, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, que bon, ce qui se passe actuellement à République démocratique du Congo, c'est quand même une honte pour ce pays-là de se retrouver dans cette situation, surtout que les militaires qui sont censés résister et protéger l'intégrité du territoire national se retrouvent dans une situation où ils abandonnent de protéger leur pays. Ça veut dire à suffisance que bon, ce sont des gens qui ne connaissent pas réellement l'importance d'être militaire ou bien d'être policier, d'être gendarme, de protéger l'intégrité du territoire national. Et aujourd'hui, voilà des gens qui sont censés protéger la population, qui sont censés défendre le pays, qui s'acoquinent carrément avec les envahisseurs, avec des rebelles, des gens qui passent de force régulière à force irrégulière en un rien de temps. Ça fait poser beaucoup de questions et on se demande si véritablement ces gens-là ont une certaine dignité et ont quand même une connaissance de cette valeur que de porter le treillis national ou bien de défendre le drapeau national. C'est tellement triste ce qui se passe actuellement et il parle même de mauvaise gouvernance par rapport à ce qui se passe actuellement en RDC. On parle de pratiquement 1800 policiers et 750 militaires, c'est beaucoup.
c'est beaucoup pour une armée qui se rallie pratiquement comme ça. C'est comme le M23 a le vent en poupe et en rien de temps, ils ont su conquérir non seulement une grande partie du territoire national, mais aussi ils ont su conquérir aussi, ou bien ils ont su ravir une partie de l'armée, de ceux-là qui sont censés protéger le territoire national congolais. C'est assez triste et ça veut dire que ces gens-là, moi je ne les appelle pas des Congolais, mais juste des mercenaires, des gens qui, à un moment donné, compte tenu du vent qui souffle, se rallient. Et sincèrement, c'est tellement triste pour la RDC de se retrouver dans cette situation face aux forces rebelles du M23 et de l'AFC. Je ne sais pas comment qualifier ces gens-là. Ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à Félix Tshisekedi, mais Félix Tshisekedi, lui, va passer, mais le Congo va rester. Qu'est-ce qu'ils voudront, que feront-ils de ce pays-là après? Des gens qui sont payés aux frais du contribuable et qui sont censés les défendre et puis par après se rallient du côté de l'ennemi. Sincèrement, je ne sais pas comment qualifier ces gens-là. Alors, est-ce que ce ralliement en masse est si rapide qu'on observe sur le terrain pourrait expliquer la percée fulgurante qu'on a remarqué pour le M23? Parce que notons que même s'il y a eu des échanges de tirs, la résistance n'a pas été telle qu'on l'aurait imaginé entre une armée régulière et un groupe rebelle qui envahit les positions de cette armée. Est-ce que ces ralliements de masse des policiers et militaires congolais pourrait expliquer cette avancée, comme je l'ai dit, fulgurante du M23? Oui, bien sûr, ça explique véritablement cette avancée du M23 fulgurante, surtout tel que tu viens de le dire, ça l'explique très bien. Et d'autant plus que, bon, peut-être ils se disent la force qui est en face, on ne peut pas résister. Et il y a certains, dans certaines villes même, ils ont pris la poudre d'escampette, d'autres commandements leur donnaient quand même consigne de quitter leur base militaire, leur logis avec leurs biens et leur famille. Ça prouve à suffisance que, bon, ce sont des gens qui véritablement sont confrontés à une force qui les dépasse, et aujourd'hui, au lieu de se révolter, ils se disent, bon, mieux vaut de se rallier et de continuer par avoir un petit gain dans leur poche. Donc, on peut dire que le M23 aujourd'hui a pris une part importante dans la lutte contre le régime de Félix Tshisekedi. Et c'est pas que une guerre d'expansion, bien de prise de territoire, mais aussi, surtout, comme l'avait dit Corneille Nangaa, qu'il vise après tout à prendre le pouvoir de Kinshasa. Donc on peut dire que ces gens-là sont dans cette logique-là de pouvoir prendre le pouvoir de Kinshasa. C'est Félix Tshisekedi qui à ce moment est véritablement visé, d'autant plus que les hommes dans son rang qui doivent normalement le défendre l'intégrité nationale se rallient du côté de l'ennemi. Alors, Adam Adjronou, comment explique-t-on que les populations pour lesquelles nous nous plaignons ou que nous on estime que ces populations sont victimes d'une agression, on voit également dans la masse des manifestations de soutien au M23, que ce soit dans le nord Kivu ou dans le sud Kivu, avec des ralliements de masse, que ce soit pour des civils, des militaires et des policiers, des gens qui sont censés protéger la population, qui finalement se retournent. Je ne dirais pas contre la population, parce que par moment, on voit certains civils aussi soutenir ce genre de changement. Finalement, ils se rallient avec le même M23. Comment analyser une telle situation? Vous savez, d'abord, lorsqu'on vous prenez une guerre, c'est quoi? Une guerre, d'abord, ce sont les rapports de force. Lorsque vous prenez ces deux rapports de force et vous constatez en réalité l'outil, le matériel, etc., utilisé par l'ennemi. Donc, justement, à défaut de pouvoir donc quitter les localités comme le constatons aujourd'hui, mieux vaut s'allier. Mais d'abord, avant de s'allier, ça vous a dit quelque part, puisque nous l'avons dit plus haut, parce que je le disais, puisque lorsque nous prenons la diplomatie de Félix Tshisekedi, j'ai dit elle n'est pas la plus reluisante. Donc justement, le M23 n'a pas eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur ses a priori, ses préoccupations, etc. Donc aujourd'hui, lorsqu'ils occupent les territoires, première vue, vous constaterez qu'ils avancent, les populations sont effrayées et ils partent. Mais vous constaterez qu'au fur et à mesure, lorsqu'ils s'installent, il y a une sorte d'harmonie avec le M23 et la population. Ça veut dire quelque part que
Ils ont eu le temps de pouvoir expliquer les motivations pour lesquelles ils ont pris les armes, ce que le pouvoir central n'a pas pu ou refuse véritablement donc de faire avec le M23. Malheureusement, le M23 a pris de l'ascendance et continue pas à gagner du territoire. Donc justement, lorsque le M23 aujourd'hui, il est le maître des lieux, vous voulez quoi, la population en face de laquelle elle constate véritablement qu'il y a des forces de l'ordre et aussi, puisque plus loin, Félix Tshisekedi a dit il aura vraiment du matériel, etc. Ça voudrait dire quelque part que les forces de l'ordre de sécurité dans ces localités-là sont plus ou moins désarmées dans la mesure où le matériel, je parlais de rapport de force, ça voudrait dire quelque part que le matériel utilisé par le M23 et celui utilisé par les forces régulières ne fait pas le poids vis-à-vis du M23. Donc, quelque part... Quand on est militaire, bon, moi je ne suis pas militaire, je sais que vous aussi vous n'êtes pas militaire, mais il y a une chose qu'on apprend des militaires, c'est cet honneur-là de se battre jusqu'au sacrifice suprême pour sa nation. Oui, est-ce que cet honneur ou bien cette fierté d'être militaire et de mourir peut-être pour le drapeau national n'a pas quitté certains convois? Non, vous savez, l'analyse que fait aujourd'hui le civil face à ce que vivent aujourd'hui les militaires, c'est pratiquement incompatible. C'est vrai que vous l'avez analysé en disant, voilà, les valeurs qui sous-tendent en réalité dans le militaire, c'est de défendre du coup, puisque vous avez prêté serment pour les uns, quelque part vous avez pris le terrible pour ça. Mais je parlais tout dessus, mais il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas ignorer ce que nous appelons le rapport de force dans une guerre. À partir du moment où vous êtes désarmé, vous n'avez pas véritablement les outils qu'il faut pour combattre l'ennemi qui est en face de vous et que vous-même vous constatez que, en réalité, mais pourquoi vous devez donc vous engager les mains nues parce que, voilà, il y a de ces valeurs-là. On comprendrait s'il désertait ou s'il fuyait, mais rejoindre carrément les envahisseurs, est-ce que ce n'est pas un autre niveau? Non, dans l'armée, on dit souvent, ça dit que lorsque vous êtes envahi par l'ennemi, je pense qu'il y a ce sens de responsabilité, d'anticipation qui vous oblige à prendre des décisions. Et justement, lorsqu'on, peut-être, on ne dira pas que c'est le pouvoir central qui l'instruit ou les M23, mais lorsqu'il est arrivé que vous constatez que l'ennemi sur place, véritablement, vous est encerclé. C'est ce qu'a vécu ces militaires-là. Lorsqu'ils se rendent, c'est pas parce que, quelque part, c'est à cœur voulu qu'ils se rendent, mais justement parce qu'aujourd'hui, on constate que le maître des lieux, c'est qui? C'est le M23. C'est le M23 et justement cette politique qu'affiche Tshisekedi, refusant véritablement, et le M23 est constitué par majoritairement des militaires, on l'a dit, des militaires qui ont déserté entre-temps les rangs de l'armée régulière au niveau de la RDC, composés d'autres également. Et ils ont quand même parmi eux des gens qui connaissent certains. Je pense que ce sujet-là nous rattache chaque fois. Certains l'ont dit. J'ai reconnu certains dans le M23. Donc justement, c'est facile de négocier. Mais ici, je vous parle que, je vous dis, lorsqu'on parle des milliers, ça vous a dit quelque part que c'est le rapport de force qui a amené ces gens-là à rejoindre le M23. Nul autre pas parce qu'ils ont perdu, comme nous le disons, mais justement parce que devant l'ennemi qui est à une vitesse figurante, vous faites quoi? Justement, il n'a pas le matériel pour la riposte, selon vous. Voilà. Alors, merci beaucoup à Damadjonou. Sana Veuil, je vous lis une déclaration de l'un de ces policiers interviewés. Il dit: nous sommes de la police nationale formés pour sécuriser la population. Nous venons ici pour ajouter un plus, puis nous rentrerons plutôt à Bukavu. Ils étaient venus donc à Goma pour se faire former, comme on le dit, pour une causerie morale, peut-être les réorganiser mentalement, à continuer la lutte du côté du M23. Ils sont venus se faire former, puis repartir, pas en tant que policiers défendant le drapeau congolais, mais plutôt maintenant policiers dans les rangs du M23. En réalité, je pense que le malaise ou bien le problème est plus complexe. Et on ne saurait réduire cet acte à de la lâcheté, à de la trahison vis-à-vis de l'État. Mais en réalité, il faut aller bien au-delà pour aller même au niveau social. Parce qu'en réalité, lorsque vous prenez les provinces les plus riches de la RDC, il y a le Kivu. Le Kivu où, bien sûr, Goma fait partie. Et le paradoxe, c'est que lorsque vous allez voir aussi du côté des provinces les plus pauvres, vous verrez que le Sud Kivu fait partie. Donc, il y a cette région qui est extrêmement riche en mines d'or, mais en même temps très pauvre. Cette région qui est composée majoritairement, peuplée majoritairement
de l'ethnie Tutsi. Et bizarrement, lorsque vous prenez l'histoire de ce pays, vous verrez que comment est-ce que Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir. Il avait été chassé de la ville par Mobutu, qu'il a laissé mener des trafics dans cette région frontalière avec la RDC. Donc c'est là où il a tissé vraiment ces réseaux de trafic de mines, ces alliances-là, qui l'ont vraiment porté au pouvoir après, par le soutien, n'est-ce pas, des forces rwandaises. Voilà, il est mort, son fils lui succède. Rappelons que Joseph Désiré Kabila, il a fait 18 ans. Non, je parle maintenant de son fils qui lui a succédé. Il a fait 18 ans au pouvoir. 18 ans, ce n'est pas rien. Et du jour au lendemain, il n'est plus au pouvoir envers lui, il perd les élections. Tshisekedi vient. Qu'est-ce que ce président vient faire? Il vient découdre du jour au lendemain. Il a dit qu'il lui a ôté le pouvoir, il a décousu son parti. Et donc aujourd'hui, c'est plus perçu, n'est-ce pas, comme quelqu'un ou bien un clan exclu du pouvoir. Et donc ses siens sont avec lui. C'est de ça qu'il s'agit. J'imagine, et je pense que la plupart de ces policiers, de ces militaires qui font défection, qui rejoignent les rangs du M23, j'imagine, et je suppose qu'ils se seront majoritairement composés de Tutsis. Je pense. Je pense. Donc vous verrez que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, cette précarité, avec le paradoxe de l'extrême richesse, les populations, lorsqu'on vient les séduire avec un discours, bon, nous venons pour distribuer la richesse, nous ne venons pas pour vous tuer, nous venons pour installer une certaine justice, une certaine équité. Les populations. C'est plus facile de suivre des gens comme ça. C'est plus facile de suivre. C'est plus facile. C'est de ça. En fait, vous savez, à la guerre, il y a toujours des morts de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire, n'est-ce pas, ce jugement moral ici. On est déjà dedans. On est déjà dedans. Les populations sont ceux qui rejoignent ces rangs. Ils savent qu'il y a la mort. Ils voient les gens mourir. Et peut-être, ils ont choisi peut-être de ne pas mourir pour une cause perdue d'avance. Ou bien de ne pas mourir pour des gens qui puisent les richesses de cette région-là pour aller s'enrichir et délaissent les populations pauvres. Peut-être eux aussi, c'est leur logique. Nous n'allons pas les... ça ne pose pas un problème du manque de ce qu'on appelle le patriotisme? Parce que si vous suivez, il y a un État central qui a une armée, qui est une armée républicaine, qui est attaquée par des gens qui disent venir défendre vos intérêts. Du moment où l'armée nationale est attaquée, est-ce qu'il ne faut pas faire la part des choses, privilégier peut-être le patriotisme aux propositions ou à tout ce qu'on vous vante comme élan de protection de vos intérêts de la part de ce groupe qui vient attaquer l'armée formelle? Vous savez, moi je n'aime pas idéaliser les choses. Je pense que vous parlez d'un idéal, mais ici on est face à la réalité du terrain. Donc, vous savez, moi, tel que je le dis, c'est du pur réalisme peut-être de leur part. Vais-je continuer par combattre au sein d'une armée qui laisse dans la pauvreté ma province, ou qui est l'une des plus riches de mon pays? C'est aussi la question qui se pose. Donc, moi, je ne vais pas idéaliser les choses. Si aujourd'hui, des policiers, des militaires rejoignent leur rang, je pense qu'il y a quelque chose de plus que le patriotisme qui leur donne raison. Et vous verrez peut-être le second sujet est une suite logique où on verra que le monsieur Joseph Désiré Kabila, mais aujourd'hui, il expose vraiment les vrais motifs. Est-ce que ce n'est pas ces motifs-là, même les raisons pour lesquelles le M23 est ressorti depuis 2021, date à laquelle le pouvoir a échappé à Joseph Désiré Kabila? Je pense que c'est des éléments qui méritent d'être analysés de manière plus approfondie. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.